donc entamer cette première session du kiosque international. Je cherche autour de moi si Sébastien est là. Je pense qu'il va arriver parce que je voulais qu'on le présente, parce qu'on va se succéder dans les débats. Donc je pense que le public va nous rejoindre à cette heure de 16h30. Nous avons une heure de 16h30 à 17h30, puisque si je ne me trompe pas, à cet endroit nous succédera à 17h30 Pierre Lescure, le parrain du festival, pour une conversation et un échange avec vous. Donc une heure de débat pour cette première du kiosque international. Ceux qui ont l'habitude de venir à Couture connaissent le principe. C'est un événement qu'on a inscrit depuis maintenant 2 ans dans le festival. C'est donc le moment presse étrangère de ce festival. Donc on a convié et on convie à chaque fois des correspondants de la presse étrangère, soit venant des capitales européennes, soit en poste à Paris, la plupart étant en poste à Paris. En ce qui me concerne, mon nom est Richard Verly, donc je suis le correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. J'ai eu le plaisir d'être présent aux 2 éditions précédentes, donc celle de 2017 et de 2018, où nous avions passé en revue, évidemment, toujours, notamment la France, l'état de la France, vu par la presse étrangère, un peu à l'image de cette exposition que vous avez près de l'espace restauration, avec les dessins de presse autour des clichés français. Je crois que le titre de cette exposition, c'est « Satané français » et il y a des dessins de nos différents journaux, des dessinateurs de presse de nos différents journaux. Donc cette édition 2019, le kiosque international va se réunir chaque jour. Alors à peu près à la même heure, on a un petit changement bien vérifié dans le programme. Je crois que demain c'est un peu plus tôt, sauf erreur, mais toujours au même endroit, ici à la Cale, et toujours à peu près pour la même longueur de débat, c'est-à-dire 1 heure, sachant qu'il y a aussi des rencontres organisées spécifiquement avec certains de nos journalistes. Je vais en dire un mot, ce sera le cas avec Tamás de Hongrie, qui tout à l'heure rencontrera les festivaliers pour parler de la situation dans son pays. Ce sera aussi le cas, on a une rencontre plus particulière avec John Henley du Guardian, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui sera là demain, et il parlera du Brexit, évidemment. Et ce sera enfin le cas, on a une rencontre avec Adam Nossiter du New York Times, qui lui sera là demain également, et qui parlera des États-Unis. Et la plupart de nos confrères et consoeurs se retrouvent lors des speed dating qui sont organisés donc avec les journalistes. J'ai oublié l'endroit où se déroulent les speed dating, mais régulièrement donc nous passerons tous un peu vous rencontrer pour ceux qui souhaitent discuter plus précisément de notre métier, de notre manière de couvrir l'actualité, etc. Peut-être une présentation d'abord de tous nos intervenants. Alors je gagnais un peu de temps parce que je voulais voir si Sébastien Hervieux de Courrier International était là, mais je pense qu'il va apparaître. Donc ce kiosque international, nous l'avons conçu à 3. Donc d'une part, Courrier International, que je n'ai pas besoin de présenter, qui au sein du groupe Le Monde incarne vraiment la presse internationale, puisqu'il reprend régulièrement nos articles, en l'occurrence les articles des différents journaux que l'on représente. Donc Sébastien de Courrier International fait partie de notre équipe et animera le débat de demain, qui sera consacré spécifiquement à la France. Marc Bassets, ici de El País, qui aussi fait partie du comité d'organisation de ce kiosque et qui est donc avec nous dans l'aventure El País, plus présent cette année, donc avec une autre personnalité du journal qui est là, donc Javier Cercas, qui, je ne sais pas, il est arrivé déjà ? Il arrive demain, voilà, et qui participera à différents débats. Et ensuite, j'ai le plaisir donc de vous présenter d'abord Joëlle Meskens, du Soir de Bruxelles, ici, qui est correspondante à Paris, elle nous le dira, depuis quelques années, qui connaît très bien, qui connaît très bien la France, la Belgique ayant une forme de proximité particulière avec la France, liée à la langue évidemment, tout comme la Suisse romande. Nadia Pantel de la Süddeutsche Zeitung, qui intervenait tout à l'heure à mes côtés pour parler de l'image des journalistes dans les pays étrangers, dans nos pays respectifs. Voilà, la Süddeutsche qui est le grand quotidien du sud de l'Allemagne. Tamás René, qui est ici un journaliste hongrois. On s'est rencontrés il y a peu de temps à Budapest encore. Il travaille pour Népstava, qui est le seul quotidien d'opposition en Hongrie, encore toléré, et il expliquera pourquoi, toléré par le gouvernement de Viktor Orban. Tamás est avec nous pendant tout le week-end et il rencontrera tout à l'heure, je crois à 17h30,
12h30, c'est ça, il y aura une rencontre avec Pierre Aski de Reporters sans frontières pour parler spécifiquement de la situation de la presse en Hongrie. Et Anaïs Ginori, correspondante de la Repubblica, que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer l'an dernier, parce qu'elle était là l'an dernier également. Anaïs qui, évidemment, représente donc ce grand journal italien qui est la Repubblica. Alors, on aurait pu, c'est ce qu'on avait fait les fois précédentes, démarrer avec la France, démarrer avec le commentaire habituel de la France, où va-t-elle, d'où vient-elle, comment va-t-elle, surtout avec les Gilets jaunes. Mais pour changer un petit peu, on s'est dit que c'était bien d'aborder un autre sujet, qui est le sujet de l'Europe. Et ça n'empêche pas, évidemment, de parler de la France. L'idée est, est-ce que la presse internationale, en tout cas les journaux que nous représentons, ont un problème avec leur couverture de l'Europe? Et je le dis personnellement avec peut-être un peu plus de liberté provocatrice en tant que journaliste suisse, puisque, comme vous le savez, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Et donc, on a tendance à penser parfois que la presse dite de qualité est trop politiquement correcte sur l'Europe. Et quand je parle de l'Europe, je parle de l'Union européenne. La meilleure preuve, c'est qu'il y a l'émergence de ces populismes qui nous accusent, j'imagine qu'Anaïs pourra nous en parler en ce qui concerne l'Italie, qui nous accusent en permanence de trahir la vérité, de ne voir que les bons côtés de l'Union européenne, bref, de faire le jeu d'un système et de ne pas avoir vis-à-vis de l'Union européenne la même sévérité qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres sujets, y compris des sujets de politique intérieure. Alors, est-ce que la presse internationale est aveugle quand elle parle d'Europe? Est-ce qu'elle est aveuglée, au fond, par sa confiance dans le rêve européen? Est-ce qu'elle est plus indulgente qu'elle ne devrait l'être? Est-ce qu'elle en fait trop quand il s'agit de dire « tout va bien » et pas assez quand il s'agit de voir ce qui ne marche pas? J'imagine que dans un pays comme la Hongrie, c'est un débat qui est particulièrement important. Donc voilà le thème de ce premier débat. Le débat de demain sera, lui, consacré à la France. Alors le principe est toujours le même. On va parler pendant à peu près 20 minutes et ensuite on passe à vos questions. Alors j'ai rédigé, voilà, vous avez sur l'écran les différents alias Twitter des panélistes qui sont ici. Donc n'hésitez pas à les interpeller. Je n'ai pas mis les Twitter de nos journaux respectifs parce que je n'avais pas de place sur ma page A4. Et nous allons faire tourner derrière nous, comme on le fait d'habitude, une sélection de unes de nos journaux qui ont été, j'ai demandé à chacun de nous envoyer un certain nombre de unes. N'y voyez pas un choix nécessairement éditorial ferme, c'était la volonté de montrer la diversité de nos unes, avec bien évidemment, vous retrouverez Notre-Dame de Paris, l'incendie, vous retrouverez, en ce qui concerne l'Italie, l'arrivée de Salvini au pouvoir, etc. Voilà, écoutez, je propose qu'on ouvre le débat tout de suite et qu'on ouvre la discussion, et je vais l'ouvrir peut-être alors justement avec Anaïs, puisque l'Italie est le pays le plus proche de nous, où ça secoue sérieusement en termes politiques sur l'Europe depuis quelques mois avec l'arrivée de la nouvelle coalition au pouvoir. J'imagine que la Repubblica ne fait pas partie des amis de ce gouvernement, et j'imagine que vous êtes accusé d'être trop indulgent sur l'Union européenne et de ne pas voir ce qui ne va pas. Alors est-ce que la presse en Italie est trop aveugle sur l'Union européenne ? Alors, oui, je pense que c'est une accusation qui a été valable jusqu'à il y a quelque temps, dans le sens où probablement la presse italienne, comme ailleurs, une certaine presse en Angleterre, en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, n'a pas vu arriver ce gouvernement, notamment la victoire des populistes. Même si la situation italienne est très particulière parce qu'on a un gouvernement qui fait d'une alliance qui n'était pas annoncée pendant la campagne électorale, l'alliance entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles qui se sont présentés d'une manière séparée aux élections et puis après le résultat se sont alliés. Donc ce n'était pas du tout un pacte qui était annoncé aux électeurs. Donc c'était aussi compliqué pour notre journal de prévoir ce gouvernement qui n'était pas du tout annoncé dans le jeu politique en campagne électorale. Donc il y a eu un certain retard, je pense, sur ce qui a été l'analyse
politique, et donc aussi probablement l'analyse d'un certain malaise, pour ne pas dire mécontentement, vis-à-vis de l'Europe. Mais je pense que maintenant, on est dans un tout autre scénario. Enfin, j'ai l'impression que pour moi, faire aujourd'hui se dire qu'on est aveuglé, on ne raconte pas assez les défauts de l'Europe, ça serait un débat à contre-temps pour moi, parce qu'on a le problème inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est la critique à l'Europe, la critique à tout ce qui est institution européenne, tout ce qui est politique européenne, est presque dominante et surexposée. Alors, et je pense que c'est vrai en Italie, mais c'est vrai encore plus dans d'autres pays d'Europe, même en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a l'impression que tout le monde, tous les Italiens sont contraires à l'Europe, dans un certain récit qu'on peut voir dans les médias, parce qu'on entend beaucoup Salvini, parce qu'on entend beaucoup le mouvement 5 étoiles, parce que la gauche italienne est en très mauvaise forme comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre relais politique. Donc le discours qui domine, le discours qui est le plus entendu, c'est le discours contre l'Europe, alors qu'il y a encore une bonne partie d'Italiens qui ne sont pas opposés à l'Europe, qui ne sont pas pour la sortie, par exemple, de l'euro. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que même le gouvernement actuel ne veut pas poursuivre. Donc, j'ai l'impression que souvent, en relayant, même si nous, on donne un regard critique, mais on doit de toute façon relayer ce que dit, par exemple, Matteo Salvini ou ce que dit le mouvement 5 étoiles, en relayant toujours la parole de ces hommes et personnalités politiques, on surexpose une critique à l'Europe qui, dans le pays, n'est pas du tout dominante. Et donc, je parle d'un pays où la Ligue a fait un résultat européen de 34%, ce qui est énorme. Mais même en ayant une Ligue de Matteo Salvini, qui est un grand ennemi, on va dire, de Bruxelles, à 34%, quand vous faites des sondages sur le rapport des Italiens à l'Europe, la majorité des Italiens ne veut pas sortir de l'euro. La majorité des Italiens se projettent dans une Europe. Alors, quelle Europe? Ça, on peut en discuter. Mais la vérité, c'est qu'en fait, même Salvini ne veut pas sortir de l'euro, ne veut pas s'en aller de Bruxelles. Il propose de faire des réformes, de changer les choses en Europe, mais il s'inscrit de toute façon dans un jeu de pouvoir qui est celui de l'Europe. Et ça, je pense, c'est encore plus vrai en France, où on a donné beaucoup de place à une éventuelle victoire de Marine Le Pen, alors qu'elle n'a pas, elle est arrivée en première place, mais elle a fait un résultat qui était moins bon de celui d'il y a 5 ans aux européennes. Et finalement, on se rend compte que Matteo Salvini et Marine Le Pen, pour dire des leaders nationalistes, sont une minorité en Europe. Il n'y a pas eu cette vague populiste et nationaliste qu'on avait, nous aussi, médias, en quelque sorte, annoncé, cette alerte. Alors, est-ce qu'on en a fait trop? Je me demande. Je pense qu'il y a un moment, peut-être, on en a un peu fait trop, parce qu'au final, ces élections européennes, elles ont donné une majorité aux pro-européens, même si c'est une majorité plus fragmentée qu'avant. Il y a 4 forces politiques, il n'y en a plus 3, mais enfin, une majorité de pro-européens. Il y a eu une participation au vote qui a augmenté, surtout chez les jeunes. Donc, finalement, cette Europe, elle intéresse. Et voilà, donc peut-être que nous-mêmes, je pense qu'on est aveuglé par les anti-européens et on n'écoute plus beaucoup ceux qui ont quelque chose à dire sur l'Europe, peut-être même en la critiquant, mais en proposant des choses. Alors, je vais passer la parole à Nadia et je suis vraiment très heureux que Nadia soit parmi nous parce qu'au moins, on a quelqu'un en position d'accusé. Parce que nous sommes en France et vous avez tous compris que l'Europe est allemande. Et que si l'Europe ne va pas bien, vu de France, c'est évidemment parce qu'elle est allemande. C'est-à-dire, elle regarde trop la rigueur budgétaire, elle exige trop une économie qui fonctionne. Bref, vous connaissez les critiques. Alors, Nadia, est-ce que la presse allemande, vis-à-vis de l'Europe, elle est aveugle? Est-ce qu'il y a certains sujets qu'on n'ose pas aborder? Et notamment, est-ce que l'Europe aujourd'hui, vue d'Allemagne, est une Europe allemande? Merci pour cette attaque de bienvenue. Et pour la question, si nous sommes aveugles envers l'Europe, aveugle, ça veut dire pas assez critique. Et pour montrer un exemple, j'ai l'impression que le public en allemand est assez différent que le public en France.
En Allemagne, il y avait, avant les élections européennes, il y avait un vrai trend d'acheter et porter un pull bleu avec les étoiles jaunes de l'Union européenne. J'ai jamais vu ça en France. Les gens, ils ont mis ça sur Instagram partout, comme oui, c'est nous l'Europe. Et si tu veux, on peut voir ça comme un exemple qu'en fait, les Allemands se sont tellement investis en Europe qu'ils adorent l'Europe parce que c'est eux à la fin. Mais je trouve pas que c'est vrai. Mais pour donner un autre exemple pour cet enthousiasme allemand pour l'Union européenne, quand Emmanuel Macron a écrit cette lettre ouverte à tous les Européens dans toutes les langues européennes, j'ai critiqué cette lettre dans la Süddeutsche Zeitung et j'ai eu presque que des retours négatifs de mes lecteurs qui m'ont dit mais au moins Macron, il s'engage pour l'Europe et on ne peut pas lui critiquer parce que si ce n'est pas Macron, ça va être Le Pen. Alors, moi, je trouve que cette opposition, soit Macron, soit Le Pen, dans laquelle nous sommes maintenant en France, je la trouve très déprimante parce que c'est pas un vrai débat démocratique, politique. C'est l'opposition qui est hors de la démocratie. Ça n'aide à personne. Mais juste pour dire que je ne vois pas que le problème, c'est qu'avec les journalistes, c'est aussi qu'on a un public allemand qui a des fortes attentes envers l'Europe. Et ce que nous, je suis d'accord avec toi, Anaïs, qu'on a un peu exagéré avec l'hystérie avant les élections, en disant oui, on attend la prochaine vague des extrémistes. Déjà en France, c'était pas vrai parce que Marine Le Pen, elle a déjà gagné il y a 5 ans aux élections européennes, c'était pas une nouveauté. Et en Allemagne, on s'est concentré trop sur cette hystérie et on n'a pas vu les Verts arriver. Et c'était ça le sujet beaucoup plus intéressant, en fait, que les extrémistes de droite qui, à la fin, n'ont peut-être pas tellement de trucs constructifs à dire. Et il y a des gens qui veulent élire quelque chose de constructif. Et on a un peu trop soutenu cette thèse, soit on est pro ou anti-européen, et ce n'est pas une thèse hyper intéressante sur laquelle on peut s'exprimer encore une fois, quoi. Alors, il y a un lieu, évidemment, où l'Europe fonctionne littéralement, parce qu'elle y est basée, en tout cas pour ses institutions, c'est Bruxelles. Donc, c'est la Belgique. S'il y a une presse, pour avoir été moi-même correspondant à Bruxelles, je peux en témoigner, s'il y a une presse europhile, c'est la presse belge, par définition. Est-ce que, à ton avis, Joël, peut-être, disons que s'il y avait un scandale, posons les questions autrement, s'il y avait une affaire, un scandale qui implique l'Union européenne, est-ce que les journaux belges, la presse belge, hésiteraient à le révéler ou se poseraient 2 fois la question ? Absolument jamais. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ou même encore ces derniers jours, ça a été le cas. Il faut savoir qu'effectivement, en Belgique, l'Europe, c'est un prisme très particulier. La Belgique fait partie des pays fondateurs de l'euro, abrite, comme le disait Richard, les institutions européennes, en tout cas la Commission européenne et le Parlement européen, en tout cas certaines de ces sessions. Donc il y a un prisme très important qui fait qu'on regarde, qu'on observe, qu'on décortique l'Europe avec un mélange en même temps d'amour pour cette Europe, d'empathie pour cette Europe et aussi de critique, comme on le ferait d'un membre de notre famille. L'Europe, c'est notre deuxième identité par nature. Et au lendemain des élections européennes du 26 mai, il y a eu toute cette discussion sur les fameux top jobs de l'Union européenne qui allaient occuper ces fameuses fonctions prestigieuses, la présidence de la Commission, la présidence du Conseil européen, la présidence de la BCE, etc. Et le soir, pour parler de mon journal que je connais le mieux, a été particulièrement intransigeant dans le récit de cette mise en place, dénonçant vraiment les marchandages, la petite cuisine qui se livrait là pratiquement au grand jour, avec des accords qui étaient conclus ici et démentis, en l'occurrence
au Japon démenti quelques jours après, avec des alliances passagères entre les uns et les autres. Tu me donnes ceci, je te redonne cela, etc. Et tout cela a été dénoncé dans le soir avec, je dois dire, vraiment le ton, dans le bon sens du terme, du réquisitoire, pour montrer que l'Europe, ce n'est pas ça, montrer que l'Europe, c'est un choix démocratique, que ce sont des citoyens qui vont voter pour des représentants des différentes fonctions, des différents postes qui font l'Europe, qui la construisent tous les jours, et que ce n'est plus l'affaire des chefs d'État de décider entre eux, autour d'un coin de table, de qui va faire quoi, etc., en fonction à la fois des nationalités des uns et des autres, de leur poids politique, du poids politique de leurs partis respectifs, de leur genre aussi. L'Europe vaut mieux que ça, l'Europe doit être plus démocratique, des gens se sont exprimés, et ce qui s'est passé n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu, et la presse là a vraiment joué son rôle, a dénoncé sans aucune complaisance ces cuisines internes. J'en profite pour, j'ai l'impression en fait, qu'on parle de deux choses très différentes en fait ici. Il y a à la fois effectivement la critique de l'Europe et la critique de la presse critiquant l'Europe. Ce sont deux choses très différentes. Alors je pense qu'on peut accuser la presse d'une certaine manière d'être europhile. C'est vrai d'une certaine façon. Je pense que pour avoir suivi à l'époque le référendum sur la Constitution européenne, on voyait bien que la plupart des médias, le prisme qu'ils avaient était particulièrement europhile. Mais, encore une fois, c'est ce que je disais au début, il y a ce double sentiment qui aime bien, châtie bien. Donc, on a ce prisme europhile, mais parce qu'on aime l'Europe et parce qu'on veut plus d'Europe et mieux d'Europe, eh bien, on n'hésite pas à critiquer l'Europe. Et ça a été le cas, et je ferai le pont avec ce que disait Anaïs tout à l'heure, sur l'Italie. On peut reprocher beaucoup de choses à l'Europe de ne pas avoir saisi la solitude de l'Italie quand elle est dans la crise des migrants, par exemple, mais on ne peut pas reprocher à la presse de ne pas avoir dénoncé cette solitude de l'Italie à l'époque. Tamas, toi, tu es dans un cas particulier, puisque tu représentes un quotidien d'opposition à un gouvernement qui est anti-Bruxelles, un gouvernement qui se construit presque contre l'Europe. Alors, est-ce que dans ton journal Nepchavat, journal quotidien, est-ce que malgré cela, vous pouvez encore être critique sur l'Europe et libre sur l'Europe? Oui, la situation en Hongrie est très, très complexe. Alors, en ce qui concerne la couverture de l'Europe, on doit savoir que les Hongrois, la plupart des Hongrois sont europhiles. Plus de 70% des Hongrois sont pour l'UE, pour l'Union européenne. Mais c'est vrai que le gouvernement critique fréquent, très très fréquent Bruxelles et la Commission européenne. Il y a une très très grande différence entre la couverture des quotidiens pro-gouvernement et anti-gouvernement. Alors, nous, parce qu'il y a seulement Népszava qui est quotidien d'opposition, les quotidiens pro-gouvernement sont anti-Merkel. Angela Merkel est un grand adversaire des quotidiens de gouvernement, mais Népszava est pro-Merkel. Alors, les quotidiens gouvernementaux sont anti-Bruxelles, Népszava est pro-Bruxelles. Alors, il y a une très, très grande différence chez nous. Par exemple, quel type d'attaque la presse gouvernementale fait de l'Europe? Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'il reproche à l'Europe? Alors, il y a fréquemment dans ces journaux que la Commission européenne est un gremium de George Soros. George Soros. Oui. Et, la Commission est pro-migrant, mais maintenant, Viktor Orbán est un grand ami de Salvini, oui. Et quand Orbán était la dernière année, je crois qu'en mois d'août, il disait que Salvini est le grand défenseur de l'Europe. Oui.
Alors Marc, en ce qui concerne l'Espagne, il y a là un cas particulier. Moi, j'ai toujours entendu dire que la presse espagnole, la grande presse espagnole, était une presse très européenne, évidemment très pro-européenne. Est-ce que tu sens que peut-être ça change? Est-ce que, notamment avec ce qui se passe en Espagne, est-ce que des voix maintenant émergent pour être plus critiques vis-à-vis de l'Union européenne ou pas? La presse espagnole est en effet pro-européenne, europhile. Mais je crois que c'est un reflet d'un consensus très large qu'il y a et qu'il y a eu dans la société espagnole. Parce que l'Espagne est un pays, un cas particulier dans la relation avec l'Union européenne. Et, il n'y a pas eu de partis eurosceptiques en Espagne. Ça a quelque chose à voir avec l'histoire récente de l'Espagne. L'Espagne sort de la dictature qui avait écarté notre pays de tous les courants démocratiques occidentaux européens pendant 40 ans, fin des années 70, fini la dictature. Et l'Europe est d'une part l'horizon de la démocratie, mais aussi, comme les faits vont le prouver dans les décennies suivantes, l'horizon du développement économique. Oui. Alors l'entrée de l'Espagne dans la communauté économique européenne en 86 est un événement historique dans ce sens. Ça marque l'inclusion, le retour dans la normalité de l'Espagne, la sortie de l'obscurantisme, de siècles peut-être d'obscurantisme pour l'Espagne, et le grand développement économique des dernières décennies. Et tout ça, la presse l'a reflété. L'Europe a été un engagement, je dirais, partagé par, bon, je dis ce chiffre pour le dire, mais c'est 80%, 90% de la société, mais aussi des journalistes, des directeurs de journaux, des éditorialistes. C'était un consensus, un des peu points de consensus qu'il y avait dans la société espagnole. Tout ça a commencé à changer un peu avec la crise économique de 2007-2008. Avant ça, rien n'était questionné. Quand l'Espagne est entrée à l'euro, il n'y a pas eu beaucoup de voix critiques ou qui ont averti sur les dangers de l'euro, par exemple. Mais avec la crise de 2008, la grande récession, on a commencé à avoir des discours plus critiques avec la politique de la Banque centrale européenne, la politique de la chancelière Angela Merkel. Mais je dirais que même avec ça, l'européisme, le sentiment pro-européen, aussi bien, comme je disais, dans la société espagnole comme dans les journaux, et dans mon journal en particulier, ça s'est maintenu. Il n'y a pas eu, même le parti Vox, qui est la grande nouveauté politique en Espagne dans la dernière année, qui est un parti d'extrême droite, d'une part, ils ne sont pas directement eurosceptiques, donc c'est un peu comme ce qui arrive avec les autres extrémistes, populistes, nationalistes dans notre pays européen. Ils ne veulent plus le Brexit à immuniser contre toute sortie de l'Union européenne. Donc, d'une certaine manière, ils sont aussi pro-européens, même s'ils sont pour une autre Europe. Et ce parti Vox n'a pas eu des résultats tellement remarquables dans les dernières élections qu'il y a eu dans les derniers mois. Alors, il y a une réalité à laquelle je crois on est tous confrontés, mais vous aussi, c'est la réalité des fake news. Et moi, je m'interroge, dans les pays où des forces anti-européennes déclarées, je pense à l'Italie notamment, ou anti, disons, Bruxelles, actuellement, dans les pays où ces forces politiques ont émergé, est-ce qu'il y a une prolifération de fake news? Nous, on a eu le problème en Suisse. On a un parti qui s'appelle l'UDC, qui est un parti de droite dure, qui depuis 15 ans, 20 ans, propage des mensonges sur l'Union européenne, alors sur les relations entre l'Union européenne et la Suisse, en disant que l'Union européenne a obtenu ça alors que ce n'est pas vrai, en disant que l'Union européenne veut imposer ça à la Suisse alors que ce n'est pas vrai. Donc on est en permanence à courir derrière eux et à essayer de démontrer que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Est-ce qu'en Italie aujourd'hui, le problème se pose un peu au fond? Est-ce qu'en permanence maintenant à la Repubblica, est-ce que vous avez une équipe chargée de déminer, de décrypter les fake news de Salvini? Oui, alors... Peut-être qu'il n'y a pas de fake news, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il il fait de la propagande, pas en mettant des fake news, mais en présentant vraiment les choses d'une manière complètement déformée.
Alors, il y a deux choses. Il y a une espèce de propagande qui est opportuniste, et ça, c'est très clair avec le problème sur l'immigration. Parce que c'est vrai, moi, par exemple, en France, Joël le disait, souvent, même en parlant avec les hommes politiques français, tous admettent que la France a une responsabilité dans la victoire des populistes en Italie, parce que la France et l'Europe ont abandonné l'Italie dans la crise migratoire des réfugiés en 2015, dans l'été 2015. Et ça, c'est vrai. Et c'est ce que répète Salvini, ce qui a porté à la victoire de Salvini, évidemment, et cette accusation à l'Europe, à l'impuissance. Alors, mais il y a plusieurs choses qui ne sont pas vraies dans ce discours, et ça, c'est la difficulté qu'on a, nous, après, à recomplexifier un discours qui est vrai en partie, mais qui simplifie la réalité. La vérité, c'est que l'Italie a été abandonnée en 2015 parce que les réfugiés sont arrivés sur les côtes italiennes, ont été débarqués, mais après, non, ce n'est pas l'Europe qui a laissé toute seule l'Italie, mais c'est les pays de l'Europe. Parce que ce qu'il faudrait dire, justement, si on veut reconstruire bien ce qui s'est passé, c'est que la commission Juncker a fait une proposition pour redistribuer les réfugiés qui étaient arrivés en Italie entre plusieurs pays d'Europe, et que la majeure partie des pays, bon, évidemment, l'Hongrie a tout de suite dit non, des pays de l'Est ont dit non, mais même la France, qui en principe était alliée de l'Italie, à l'époque, en plus, il y avait François Hollande à l'Élysée, il y avait au gouvernement en Italie Matteo Renzi, donc c'était deux hommes de gauche. La France a dit oui, mais finalement n'a rien fait. L'Allemagne était pratiquement la seule à dire oui. Donc finalement, ce plan de redistribution qu'avait proposé l'Europe a été freiné par qui? Par on pourrait dire, des nationalismes des capitales européennes. Première chose, donc ça complexifie l'idée, c'est l'Europe qui a laissé seule l'Italie. Deuxième chose, c'est que l'Italie elle-même, elle a aussi des fautes, et ça, Salvini ne le dit jamais, beaucoup ne le rappellent pas. La faute, c'est quoi? C'est que l'Europe a proposé d'aider l'Italie, mais comment? En disant, on va faire des centres de débarquement, ce qu'on appelle en termes techniques des hotspots, où on pourra accueillir les migrants, faire une première sélection, voir quels sont les réfugiés, quels sont les migrants économiques, et essayer de voir après une redistribution. Enfin, il y avait tout un mécanisme qui était proposé déjà à l'époque. Enfin, pas tout de suite, ça a mis quelques mois, mais ça a été assez rapidement proposé. Et l'Italie, le gouvernement Renzi à l'époque, et après Salvini continue à dire, ils ne veulent pas de cette solution. Ils ne veulent pas qu'il y ait des centres européens sur le territoire italien, parce qu'il y a plusieurs raisons, parce que c'est pas la souveraineté nationale, parce qu'ils savent très bien qu'une maman qui met en place ce mécanisme, ça enlève tous les arguments qu'ils ont pour dire que l'Europe laisse toute seule l'Italie. Voilà. Et la troisième chose que les nationalistes italiens ne disent pas, les populistes, c'est que aussi, ce qui arrive, c'est que les Italiens ne veulent pas de ces centres, et en tout cas se disent qu'il y a eu cette invasion, mais finalement ils ont laissé filer, entre guillemets, ils ont laissé partir tous ces réfugiés dans le reste d'Europe, parce que l'Italie a eu ce grand afflux en 2015, mais depuis, il y en a beaucoup qui sont partis vers l'Allemagne, vers la France beaucoup. D'ailleurs, il y a en ce moment un nouvel afflux de migrants vers la France, parce que le climat actuel de Salvini contre l'immigration fait peur à des étrangers qui sont en Italie et qui, depuis déjà quelques années, qui maintenant se mettent à rebouger. Donc en fait, voilà, il faudrait, pour expliquer le problème de l'immigration, c'est trop simple de dire l'Europe nous a laissés seuls. Non, derrière, il y a plusieurs choses. Il y a des nuances sur qui est l'Europe, et il y a aussi des contre-vérités que Salvini et ses alliés oublient de rappeler. Tamás, en Hongrie, quand Orbán et la presse gouvernementale accusent l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez à chaque fois de démonter, de montrer la vérité? Comment vous fonctionnez? Alors, il y a aussi de fake news médias en Hongrie. Le plus grand fake news média est la chaîne télévision publique. Par exemple, donne-nous des exemples. Alors, la plupart des actualités sont aux migrants. La haine contre les migrants, la haine contre György Soros, contre Bruxelles. Mais c'est très difficile de démonter tous les mensonges de
de fake news médias, c'est impossible, absolument impossible, parce qu'il y a aussi un fake news média fameux, c'est TV2. TV2 est privé, est dans les mains de Mészáros Lőrinc, qui était un homme de gaz, et il est un ami de Viktor Orbán, et maintenant il est l'un des plus riches personnes en Hongrie. Et il est le propriétaire de TV2. Et TV2 a 1 million de spectateurs, mais Népszava a une circulation de 25 000 d'exemplaires. Alors c'est très, très, très difficile de monter tous les mensonges de fake news médias. Est-ce qu'on a vu en Allemagne, et après on va commencer à prendre vos questions, est-ce qu'on a vu en Allemagne, Nadia, je pense avec la montée de l'AfD, le parti d'extrême droite, de plus en plus d'accusations mensongères, fake news sur l'Europe? Est-ce qu'on voit maintenant s'installer des contre-vérités, des fausses vérités sur l'Europe? Franchement, j'ai l'impression que d'une manière que non. Qu'on n'a pas une station, comme vous décrivez, qu'on pourrait pointer le doigt en disant où c'est eux. On sait déjà que si ça vient de ce côté-là, c'est toujours la même chose qu'ils racontent. En France, on a Russia Today avec une branche française, ça on n'a pas. Mais c'est aussi fausse, je pense, de s'installer dans une vérité en se dire ah oui, c'est Trump qui a inventé les fake news ou c'est l'extrême droite qui a inventé les fake news. On a plein de grands frères et grandes sœurs qui ne travaillent pas d'une manière correcte et c'était toujours le cas. En Allemagne, on a la Bild-Zeitung et ils ont un grand reporter en particulier qui fait un super travail. Mais ils ont fait un journalisme de campagne pendant des années et des années et des années. Et cela, ce n'est pas un sujet de fake news, mais de faire un journalisme qui fait mal aux gens, qui est malhonnête. Et cela, ce n'est pas nouveau. Oui, je voulais ajouter que parfois, la différence entre fake news et propagande est difficile d'établir. Mais en Espagne, curieusement, s'il y a eu de la propagande et des fake news sur l'Union européenne, c'était d'une manière, je vous expliquais, pro-européenne. Donc en Espagne, comme on était des européistes, Bruxelles était une espèce d'arbitre des contentieux nationaux. Lorsque Bruxelles donne raison à un côté, c'était un argument d'autorité. Regardez, l'Union européenne a dit que celui-ci ou celui-là a raison. Et récemment, on a eu... il y en a encore la question catalane, de l'indépendance catalane. Les indépendantistes catalans, par exemple, ce n'était pas qu'ils étaient anti-européens, mais ils disaient l'Union européenne va nous reconnaître. Donc, va reconnaître ou va être un allié pour l'indépendance catalane. Comme vous voyez, c'est une propagande qui n'était pas anti-européenne, mais en réalité pro-européenne. On voulait que l'arbitre de Bruxelles se penche vers un côté, alors que c'était... Ça n'est jamais arrivé, c'était un fake news, de la propagande, mais l'Union européenne n'a pas reconnu, n'a pas été alliée de l'indépendantisme catalan. Mais c'est une manière particulière d'établir une relation avec Bruxelles, de voir Bruxelles voilà, comme un arbitre et même de manipuler cet arbitre. Tu parlais tout à l'heure, Joël, des nominations. Il se trouve, j'en plaisantais tout à l'heure, que la Belgique a gagné au dernier loto européen, puisque l'actuel Premier ministre belge, Charles Michel, va devenir président du Conseil européen, donc l'instance qui représente les États membres. Est-ce qu'à ton avis, parce que c'est Charles Michel, l'indulgence va s'installer dans les médias ? Non, certainement pas. Et comme je le disais tout à l'heure, peut-être on observera les choses encore avec plus d'acuité parce que justement, c'est un homme politique qu'on connaît bien et à qui on n'a rien pardonné déjà par le passé. Mais je voudrais rebondir avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Nadia disait à propos des fake news, en disant oui, il y a toujours eu des fake news. C'est vrai, hein. Il y a toujours eu des fake news et avant qu'il y ait des cellules dans nos différents journaux de décryptage des fake news, de check news, etc., comme on les appelle maintenant, chaque journaliste, et c'est toujours le cas aujourd'hui, notre métier c'est ça, c'est de vérifier les informations, de les recouper pour chaque article qu'on fait, pour chaque événement qu'on relate. Il ne faut pas que ce soit une cellule particulière qui s'attaque à démonter les mensonges, mais chaque titulaire d'une carte de presse, c'est son éthique, c'est de vérifier
vérifier s'il y a effectivement des fake news ou non. La difficulté, je dirais, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vécu autrefois, c'est qu'on ne sait pas, parfois pas, d'où l'on parle. Et en fait, il y a, et parmi nous, on est assez représentatifs de journaux qui sont très pro-européens, des journaux très rigoureux, qui ont une très bonne réputation sur la couverture de l'Europe. Mais parfois, en effet, on ne sait pas d'où vient l'information. Et c'est particulièrement le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux et qui répercutent des choses dont on ne connaît pas forcément la source. Je veux croire qu'effectivement des infos qui sont étayées par El País, La Repubblica ou la Süddeutsche Zeitung ou Le Temps sont des informations crédibles parce qu'on a un journalisme sérieux, fiable, une marque. Une marque, c'est aujourd'hui ça mais qui est important, c'est que quel que soit le support du journalisme, que ce soit le journal papier, la radio, la télévision ou le journalisme par Internet, tous les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait une marque qui signifie un professionnalisme de l'information. Et c'est ça aujourd'hui qui doit être notre boussole, rester notre boussole à tous. Alors, on va commencer à prendre les questions. N'hésitez pas, je vois que déjà des doigts se lèvent. Et il y avait Carla qui était avec nous. Carla, tu as un micro avec toi? Voilà, parfait. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Ma question s'adresse à votre invité hongrois. Je voulais savoir si ses compatriotes sont conscients de l'importance de l'Europe, notamment dans l'apport des fonds structurels dans leur prospérité. Et s'ils en sont conscients, quels sont les arguments qui sont employés par Orban pour gommer, comme c'est un peu son habitude, la réalité? Alors, le succès de Orban est que l'économie est maintenant, c'est bon en Hongrie. Alors, le BNP augmente chaque année avec à peu près 5%. Mais c'est à cause de la soutien de l'Union européenne. Et Orban, avec ses amis oligarques, veut ce soutien. Un grand argent que nous recevons de l'UE est maintenant chez les oligarques pro-gouvernement. Mais si que sera dans 10 années, nous ne savons pas. Mais maintenant, le grand succès pour Orban, c'est l'économie. Tu es en train de dire que l'Union européenne nourrit Orban? Oui, je peux dire oui. Non, juste pour ajouter, ce qui est intéressant et qu'on n'a pas encore peut-être trop remarqué, c'est que depuis le résultat électoral, avec tout ce qu'on sait de Orban et l'amitié que tu rappelais avant avec Matteo Salvini, Orban, il a de toute manière décidé de rester dans le PPE, qui est quand même le parti qui gouverne l'Europe. Donc il n'a pas du tout envie de sortir de l'Europe, malgré ce qu'il dit chez lui. Et il n'a pas du tout envie de passer dans un groupe avec Matteo Salvini et Marine Le Pen, malgré le fait qu'ils disent on est amis, on est amis. Donc ça représente bien les contradictions. En fait, vraiment, il y a un discours et puis un sous-texte que chaque fois, nous, on doit décrypter. Et c'est ça un peu, à mon avis, la difficulté d'aujourd'hui. Alors, il y avait ici une question, et par ailleurs, tu peux présenter-toi parce que nos amis sont de jeunes journalistes canadiens qui sont venus spécialement pour le festival. Je crois que vous êtes plusieurs, j'en vois en tout cas 2. Et dis quelques mots sur cette initiative et d'où vous venez, je pense que ça intéressera le public. Bonjour. Malheureusement, je suis le seul Français du groupe canadien, désolé. Mais ça, on vient avec l'Office de la jeunesse internationale du Québec. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Montréal et donc je suis journaliste indépendant basé à Montréal. Donc c'est ça, chaque année, ils envoient une délégation pour justement assister à ce festival. Donc moi, j'avais une question pour Madame Gironi et Monsieur Roné, si je ne massacre pas votre nom. On a parlé de fausses nouvelles et fake news, et on a dit, vous avez bien dit que c'est pas Donald Trump qui a inventé le terme, mais je trouve que lui, il l'utilise d'une façon vraiment spéciale, ou dans le sens que pour lui, les fake news, c'est CNN ou le New York Times, donc c'est les médias sérieux qui sont considérés comme fake news, et je me demandais justement, avec vous, vous avez des gouvernements où vous êtes opposés au gouvernement, est-ce que cette stratégie un peu de discréditation s'applique à vous, dans le sens, est-ce que le gouvernement vous traite de fake news, est-ce que ça affecte votre crédibilité et c'était ça ma question.
Ah oui, nous comme République, on est très cités dans le fil Twitter de Salvini, qui est un fil Twitter intéressant. Je pense que pour comprendre la politique aujourd'hui, il faut voir le profil Twitter de Donald Trump et de Matteo Salvini, parce qu'ils utilisent ce réseau social d'une manière très puissante et très explosive, et ça bouscule le journalisme, ça bouscule la diplomatie, ça bouscule tout. Donc nous, c'est vrai qu'il attaque directement le journal. Après, moi, c'est vrai qu'il y a toujours eu les fake news, on disait. Moi, ce qui me fait réfléchir dans la manière d'attaquer de Salvini ou de Trump, c'est aussi le fait qu'ils ils créent des campagnes de haine. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau, parce que attaquer les journalistes, plus ou moins, bon, il ne faut pas non plus se cacher, ça a toujours existé. On dit qu'aujourd'hui, les journalistes sont impopulaires, mais moi, je pense que c'est seulement un peu plus visible, mais il y a toujours eu des critiques aux journalistes, et voilà, et il y a toujours eu aussi des problèmes d'erreurs professionnelles des journalistes. Donc, on s'interroge sur ça depuis longtemps, mais là, ce qui est nouveau, c'est vraiment la campagne de haine, qui est souvent portée par des responsables politiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Matteo Salvini fait. Alors, moi, ça m'impressionne, par exemple, sur George Soros, qui est vraiment une espèce de... En Italie, pareil, Salvini, dès qu'il y a un bateau, là on a eu la Sea-Watch, un bateau qui transporte des migrants, tout de suite il dit c'est Soros qui finance ce bateau. Bon, dans la majeure partie des cas, ce n'est pas du tout vrai. Mais voilà, il y a ce besoin de créer un ennemi, de mettre d'exposer quelqu'un à la vindicte populaire. Ça me fait peur. Et pour vous dire, je disais que bon, les attaques aux journalistes ont toujours existé, les critiques, les erreurs des journalistes sont toujours... Ce qui est nouveau aussi en Italie, ce qu'on ressent, c'est les menaces physiques. Ça, c'est nouveau. Nous, on a dans notre journal 4 journalistes qui sont sous protection. Donc il y en a 2 qui ont été sous protection depuis longtemps pour des problèmes de mafia. Enfin, ils ont fait des enquêtes sur la mafia, la criminalité organisée, donc ça on connaissait. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a 2 journalistes qui sont sous protection pour menaces de l'extrême droite. Et donc c'est des menaces sérieuses, tellement sérieuses que voilà, le gouvernement, même ce gouvernement, a décidé de mettre sous protection ces journalistes qui enquêtent sur l'extrême droite. Et donc ça c'est nouveau. Voilà, ça je pense que quand on parle de notre travail, de comment le faire, de comment vérifier, de comment on parle de nous, arriver à des menaces physiques et avoir voilà, ce sentiment de danger. On a vu un peu en France avec les gilets jaunes des agressions aussi. Voilà, je pense que ça on est en train de basculer sur quelque chose qui est nouveau et qui personnellement m'inquiète. Tamás, est-ce que Orbán vous accuse, à Nepchava, est-ce qu'il vous accuse de fake news? Non, non, non. Mais c'est très difficile de faire quelque chose contre fake news parce que 90% des médias sont dans les mains de Fidesz. Fidesz, donc le parti de Viktor Orbán. Oui, oui, le parti de gouvernement. 2 millions d'Hongrois ont besoin pour ces fake news parce qu'ils croient tout. Il croit tout pour Orbán, comme un dieu. Pour lui, Orbán est comme un dieu. C'est-à-dire que c'est impossible de faire quelque chose contre ce fake news média du gouvernement hongrois. Mais lui ne vous accuse pas? Non, non, non. Et ce matin, tu expliquais que c'était une stratégie, oui, parce qu'il a besoin de vous. Oui, oui, il a besoin de Népszava parce qu'il peut dire à l'étranger que c'est un mensonge, qu'en Hongrie, on n'existe pas la liberté de médias, parce que Népszava existe et Népszava est le plus populaire quotidien en Hongrie, alors c'est un mensonge qu'on n'existe pas. D'autres questions? Il y avait, voilà, le micro était là, monsieur. Ensuite, allez-y. Oui, bonjour. C'est une question plus spécifiquement pour vous, Madame Meskens. Vous avez évoqué tout à l'heure les discussions qui avaient présidé à la nomination des top jobs, en vous félicitant de la manière dont votre journal avait traité le sujet. Et j'ai l'impression de manière un petit peu comme si c'était des discussions qui avaient eu lieu dans une arrière-cour, dans un tripot, avec des types un peu louches qui s'étaient réunis. Bon, c'était quand même des chefs de gouvernement qui, a priori, sont élus. Et
les personnes désignées vont elles-mêmes être un petit peu scrutées et il y aura un vote de toute façon au Parlement. J'ai l'impression que toute la presse européenne a traité les choses un peu comme ça, et je m'en étonne un peu. J'aurais aimé, moi, plutôt que d'avoir un petit peu ces jugements un peu surplombants, de dire regardez, et qui ont fait d'autant. Enfin, j'ai vu les Brexiteurs les plus durs s'en féliciter, ça m'attriste toujours un peu. J'aurais aimé que ça soit traité de manière un peu plus ponctuelle au jour le jour. J'ai eu l'impression que il y a eu les élections du 23 au 26, le 27, tout le monde était revenu à ses préoccupations nationales. Et voilà, j'aurais aimé un traitement un peu plus quotidien au jour le jour de l'après, et qu'on explique pourquoi les personnes qui ont été nommées l'ont été, quels étaient les rapports de force, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. En tant que citoyen français, moi je lis seulement le français et l'anglais, j'ai regardé un petit peu le Guardian. C'est Politico qui m'en a appris le plus. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas des journaux nationaux de vos pays respectifs qui aient traité un peu plus la chose, quoi. Merci pour votre remarque, mais je vous invite à lire le soir parce que nous, à partir du 26 et chaque jour, on a alimenté cette chronique de cette discussion de la nomination des top jobs. Et on a rendu compte vraiment avec beaucoup de rigueur de la manière dont se passaient les discussions, et aussi déplorer que les personnalités qui étaient peut-être les plus engageantes pour une Europe ne soient finalement pas choisies parce qu'il y avait des impératifs autres qui primaient, des jeux d'équilibre, etc. Et c'est ça qu'on a regretté. Bien sûr, ce sont des chefs d'État qui ont discuté, ça ne s'est pas fait dans un bistrot, dans un coin de table, etc. Mais ça s'est fait quand même en faisant fi de l'élection elle-même et du rôle que devrait jouer davantage le Parlement européen pour le choix de ces postes importants. Donc c'est ça qu'on a regretté. Mais vous savez, vous avez l'air de dire les choses sont plus sérieuses, se passent de façon plus sérieuse que ce que vous décrivez. Parfois pas, et je le regrette. Vous savez, notre journal s'est aussi illustré, vous avez peut-être entendu parler, ça vous fera peut-être sourire, de ce qui était arrivé à la fameuse liste d'Emmanuel Macron, à la fameuse liste conduite par Nathalie Loiseau, qui était promise à un rôle très important dans le groupe ALDE, donc des libéraux au Parlement européen. Il s'est trouvé que cette personnalité, qui était ancienne ministre donc d'Emmanuel Macron, qui avait mené la campagne, lors de son premier briefing avec les journalistes européens en poste à Bruxelles, a dit des choses qui n'étaient pas à la hauteur de cette fonction, de ce qu'on en attendait d'elle et de la fonction qu'elle briguait. Alors ça a été un cas très intéressant pour notre journal déontologiquement de savoir si on allait parler de cette affaire ou non, parce que c'était quelque chose qu'elle avait dit en off. Alors ce qu'on appelle le off, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un off, c'est-à-dire off the record, ça veut dire que ça reste entre nous, on ne le publie pas, et donc ça fait partie d'un pacte entre la personne que vous interrogez et vous-même, dire on ne relatera pas ce que vous êtes en train de nous dire, mais ça peut nous éclairer pour des articles futurs. Il se trouve que dans la pratique européenne, le off a plutôt une autre conception, c'est qu'en fait on peut citer les choses, on peut dire les choses, mais ne pas les sourcer. On ne dit pas que c'est telle personne, en l'occurrence Nathalie Loiseau, qui nous a dit ces choses-là. Alors la question s'est posée au sein de notre journal, de savoir si on allait révéler les choses qui s'étaient passées dans ce briefing, où en l'occurrence Nathalie Loiseau a traité les uns et les autres, y compris les gens de son propre camp, avec des noms d'oiseaux que je ne répéterai pas ici, qui étaient dignes en fin de compte d'une cour d'école, enfin qui n'étaient pas à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle. Et finalement, le journal a décidé de le révéler, de briser ce off, ce qui a d'ailleurs fait quelques frictions avec des confrères européens qui se sentaient liés par cette discussion qui avait eu lieu sous le sceau du secret. Mais le journal a décidé de le dire parce qu'on a considéré, et donc c'est là, ça rejoint le thème du débat que nous avions, est-ce que la presse peut être critique envers l'Europe? Oui, nous avons décidé de briser ce off au risque effectivement d'enfreindre une règle déontologique communément admise, mais parce qu'on a estimé qu'il fallait dire, fallait rapporter le niveau de cette personnalité qui était censée incarner l'un des plus grands groupes au Parlement européen. Et donc là, effectivement, c'était un petit peu de la cuisine. Alors, Joël, j'en profite. Si vous regardez de temps à autre les images qui défilent derrière nous, il y a la une du soir au lendemain de ces nominations. Et c'est marqué « Top Job, Job, Job ». C'est la photo de Charles Michel, donc l'actuel Premier ministre. J'avoue que moi, au début, je n'ai pas compris cette... Alors, donne-nous une petite explication de texte, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la comprenne. D'accord, effectivement,
c'est très belgo-belge. Je ne suis pas sûre que les Européens l'aient tous comprises. C'est qu'en fait, effectivement, Charles Michel était notre Premier ministre, en l'occurrence en affaires courantes, parce que je vous épargne les détails, mais le gouvernement était tombé sur la question d'ailleurs migratoire. Et donc, le Premier ministre Charles Michel avait un mantra qu'il répétait tout le temps, c'était « jobs, jobs, jobs ». En fait, c'était sa politique pour l'emploi. En fait, tout devait être centré sur la lutte contre le chômage, ce qui a d'ailleurs pas mal réussi à la Belgique, qui a fait chuter son taux de chômage, qui est un taux plus bas que la France. Et donc, c'était vraiment sa devise, c'était « jobs, jobs, jobs ». Évidemment, la une du journal a été retournée avec ce petit clin d'œil, puisqu'on a parlé pendant des jours de cette « jobs, jobs, jobs » au niveau européen, et c'est lui qui en a décroché l'un d'eux. Alors, on va prendre une question. Je crois que monsieur, vous aviez demandé, madame, ici. On a encore 10 minutes. Et ensuite, nous serons remplacés par Pierre Lescure. Et pour ma part, j'aurai le plaisir d'aller conduire une conversation avec Ariane Chemin du Monde, qui est juste là et que je remercie pour sa présence. Alors, allez-y. Oui, bonjour. C'est une question à madame la journaliste allemande, Sandra. Je ne sais pas. Oui, je ne connais pas votre nom, excusez-moi. Nadia. Nadia, excusez-moi. Vous avez rappelé que l'Allemagne, effectivement, dans sa perception, en tout cas, se drape dans un européisme vertueux, dans le bleu et les 12 étoiles. C'est ressenti comme ça dans la population. Mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs visions de l'Europe, mais en particulier, parmi les pro-européens, il y a peut-être deux visions fortes, vues de Paris, vues de Bruxelles aussi parfois. La vision Macron, la vision allemande. Et vue de Paris, peut-être, sans caricaturer, mais l'Allemagne est un peu considérée comme statique sur l'intégration européenne. Ne va pas assez loin dans ses propositions en termes d'intégration fiscale, budgétaire, etc. Est-ce que ce débat est reflété dans la presse allemande? Est-ce qu'il y a des tenants d'une ligne, on va dire, pro-Macron, pour caricaturer, mais avec une autocritique disant que l'Allemagne ne fait pas assez de propositions, ou est-ce qu'il y a une ligne allemande consolidée? Il y a absolument une ligne pro-Macron dans la presse allemande. Parce que c'est toujours plus simple d'aimer quelqu'un par la distance, peut-être aussi. Mais je pense que c'est une perspective française de voir ça comme un conflit franco-allemand. Parce que, vu de l'Allemagne, la position que vous critiquez comme trop statique, c'est une position de la CDU. C'est une position d'une partie. Et pour la SPD et pour les sociodémocrates et pour les Verts, les initiatives de Macron sont une très bonne nouvelle auxquelles ils aimeraient bien faire partie. Alors, ils ont d'une manière le conflit qu'il existe entre la France et l'Allemagne, c'est le conflit entre Macron et la CDU. Mais ce n'est pas un conflit entre la France et l'Allemagne. Et je pense que ce qui est... On remarque vraiment, surtout dans les lecteurs de mon journal, qui est plutôt de gauche libérale, qu'il y a des admirateurs de Macron qui espèrent qu'il y aura quelqu'un comme ça en Allemagne. Et quand je dis comme ça, il y a plein de façons de... la manière de faire de la politique de Macron qu'ils ignorent. Mais oui, de quelqu'un qui propose des choses. Ça, on n'a pas trop. Et on cherche ça, et on trouve ça en France en ce moment, et on se nourrit de ce débat-là. Et on va prendre la dernière question avec madame. Alors bonjour, donc ça s'adresse à tout le monde, c'est à propos des fake news. Comme vous le disiez, effectivement, ça a toujours existé, je suis là-dessus totalement d'accord avec vous, même si la diffusion massive qu'on connaît aujourd'hui, elle est quand même assez nouvelle. Moi, ce qui m'inquiète plus, et je ne sais pas si ça, vous avez un regard là-dessus, c'est tous ces réseaux sociaux que sont Snapchat, Instagram, qui disent proposer un lieu de culture et de savoir journalistique en faisant un choix d'articles qui proposent aux jeunes qui lisent, qui pensent effectivement s'informer. Moi, j'ai des enfants qui me disent « Ah, mais moi, je lis la presse ». Et en fait, quand on regarde de presse qui est présentée quotidiennement à nos enfants comme titre, et des titres de journaux qui sont très sérieux, dans lesquels on retrouve Le Monde, etc., on voit qu'il y a quand même un réel choix d'articles et que donc on oriente quand même clairement la réflexion de nos enfants, la pensée de nos enfants, avec certaines questions qui ne sont jamais abordées dans ces choix de revues de presse spécialement dédiées. Et ça, moi, je trouve beaucoup plus inquiétant parce que c'est très pernicieux et que c'est vraiment sur des enfants qui ont envie, en plus de se cultiver, et qui malheureusement ne se cultivent pas vraiment.
Alors là, j'avoue que ça dépasse mon expertise. L'Instagram et de ce qu'on met, ce que le temps met sur l'Instagram, je serais honnêtement pas capable de le dire, mais je suis sûr que mes collègues, elles, sont capables de le dire. Je suis pas sûre non plus sur Instagram. Je pense que vous ayez un rôle là-dessus. Moi, je suis pas sur Instagram. Ouais. Je suis des plus revues vieille presse. qu'on penserait. Non, mais c'est pas Instagram, mais ce que je remarque dans mon propre journal, on a une édition de week-end qui est beaucoup plus qu'est-ce que je fais dans mon jardin, qu'est-ce que je mets comme chapeau, et beaucoup moins politique. Et je m'imagine que c'est un peu ça aussi que on va mettre sur Instagram, ou si on choisit des textes politiques, que on va toujours regarder qu'est-ce qui se vend. Et bien, je fais partie de la presse privée, on a toujours dû nous vendre, mais ce qui se vend le mieux, c'est le lifestyle ou bien des sujets qui sont très controversés. Et c'est les algorithmes qui vont reprendre des opinions plutôt extrêmes. Et c'est pour ça que, comme je disais avant, c'est pas tellement un débat non plus de fake news ou pas, mais c'est aussi notre propre façon d'opérer qu'on prend de réseaux sociaux qu'on critique pas assez dans la manière de fonctionner. Vas-y, et après on va conclure. Vous avez tout à fait raison, ce que vous soulignez est très important. Et d'expérience, en tout cas, je peux vous parler de ce qui se passe chez nous, par exemple, au journal Le Soir. Il y a 2 sites internet. Il y a un site internet gratuit et un site internet payant. Et il se passe que, effectivement, le risque qui nous guette tous, c'est de vouloir, en tout cas dans ce site gratuit, faire du clic, parce que c'est le clic qui amène l'argent. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, le fil Twitter, par exemple, du site internet gratuit et du site internet payant n'est pas du tout comparable. En fait, il y a quelque chose de beaucoup plus racoleur, on va dire, dans le site gratuit, et quelque chose de beaucoup plus vérifié, avec de la valeur ajoutée, du reportage, de l'analyse, des décodages sur le site payant. Le malheur est que, effectivement, les jeunes aujourd'hui qui s'informent sur les réseaux sociaux recherchent une information gratuite, et qu'on a l'illusion d'avoir une information gratuite parce qu'on voit effectivement des courts articles qui sont repris, etc. Mais j'insiste, l'information, elle a un coût, c'est un métier, c'est une profession, et effectivement, j'invite même les jeunes, il faudrait peut-être réfléchir à des formules de passe globale, comme on l'a pour écouter de la musique, comme pour regarder des films, etc. Une licence globale pour pouvoir lire de vrais articles de fond, plutôt que les articles des sites gratuits. Eh bien, ce sera sur ce mot de la fin qu'on va terminer ce premier débat du kiosque international. Merci beaucoup à tous nos intervenants.